Dans les annales de l'histoire chinoise, peu de noms résonnent avec autant de force et de persistance que celui de Confucius. Né en 551 avant notre ère, dans la province de Lu, une région aujourd'hui connue sous le nom de Shandong, il vit le jour à une époque de grands bouleversements. La dynastie Zhou, autrefois puissante, avait perdu son emprise, plongeant le pays dans une période de fragmentation politique et de conflits incessants entre États féodaux. Cette ère, connue sous le nom de période des printemps et automnes, était marquée par le chaos social et une profonde crise morale. C'est dans ce contexte de désordre que Confuzi, ou Maître Kong, allait développer une philosophie destinée à restaurer l'harmonie. Issu d'une famille aristocratique déchue, le jeune Confucius connut la pauvreté dès son plus jeune âge. Son père, un officier militaire respecté, mourut alors qu'il n'avait que 3 ans, laissant sa famille dans une situation précaire. Malgré ses difficultés, sa mère l'encouragea à s'instruire, reconnaissant en lui une intelligence vive et une soif insatiable de connaissances. Il se plongea dans l'étude des 6 arts, les rites, la musique, le tir à l'arc, la conduite de char, la calligraphie et les mathématiques. Ces disciplines formaient le socle de l'éducation d'un gentilhomme et visaient à cultiver à la fois l'esprit et le corps prêtant sa vaisselle. Confucius aspirait à une carrière politique, non par ambition personnelle, mais par désir sincère de mettre en pratique ses idées pour le bien de la société Pin. Il occupa divers postes mineurs dans l'administration de Lu, gérant des greniers et supervisant le bétail. Ces expériences lui permirent d'observer de près le fonctionnement de l'État et les difficultés du peuple. Sa compétence et son intégrité lui valurent une reconnaissance croissante, le menant jusqu'au poste de ministre de la Justice. En tant que ministre, il aurait, selon la légende, réussi à instaurer un ordre et une moralité exemplaire dans l'État de Lu. Cependant, ses succès et sa droiture suscitèrent la jalousie des États voisins et l'inquiétude de son propre duc. Déçu par le manque de volonté politique de ses supérieurs pour appliquer pleinement ses réformes, il décida de s'exiler. À l'âge de 55 ans, il entama un long périple de 13 années à travers les différents royaumes de la Chine. Il allait de cour en cour, offrant ses conseils aux princes et aux ducs, espérant trouver un dirigeant éclairé qui adopterait sa vision. Malgré son éloquence et la profondeur de sa sagesse, aucun souverain ne lui confia le pouvoir qu'il espérait. Cette période d'errance fut pourtant cruciale pour le développement et la diffusion de sa pensée. Il se consacra entièrement à l'enseignement, rassemblant autour de lui un cercle de disciples dévoués. Ces disciples, issus de diverses couches de la société, étaient unis par leur quête de la vertu et du savoir. Confucius fut un maître révolutionnaire pour son époque, car il acceptait d'instruire quiconque était sincèrement désireux d'apprendre, sans distinction de naissance. Il croyait fermement au pouvoir transformateur de l'éducation pour cultiver le caractère et améliorer la société. Finalement, à l'âge de 68 ans, il fut invité à revenir dans son état natal de Lu. Il passa les dernières années de sa vie à enseigner, à compiler et à éditer les textes classiques de la tradition chinoise. Il mourut en 479 avant notre ère, sans avoir vu ses idéaux politiques se réaliser à grande échelle. Pourtant, sa véritable influence ne faisait que commencer. La philosophie de Confucius, connue sous le nom de confucianisme, n'est pas une religion au sens traditionnel du terme. Elle ne se préoccupe pas de la vie après la mort ou de divinités surnaturelles. C'est avant tout un système moral et éthique axé sur les relations humaines et la bonne gouvernance. Au cœur de sa pensée se trouve le concept de « ren », souvent traduit par « bienveillance » ou « humanité ». Le ren est la vertu suprême, la capacité de ressentir de l'empathie et de traiter les autres avec la même considération que soi-même, point. La célèbre maxime « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît » en est l'expression la plus parfaite. Un autre pilier fondamental est le li, qui se réfère au rite, aux convenances et à l'étiquette sociale pleine. Le li n'est pas une simple formalité vide de sens. Il structure les interactions sociales et exprime le respect mutuel. En suivant les rites, les individus apprennent à maîtriser leurs impulsions et à agir de manière appropriée dans chaque situation. Le ji représente la justice, la droiture et le devoir moral de faire ce qui est juste. Une personne juste agit non pas pour le profit, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Le jiai est la sagesse, la capacité de distinguer le bien du mal et de comprendre les situations avec clarté. Cette sagesse ne vient pas seulement des livres, mais aussi de l'expérience et de l'observation du monde. Enfin, le tin incarne l'intégrité, la fiabilité et la sincérité.
Tenir sa parole est essentiel pour établir la confiance, qui est le fondement de toute relation stable. L'objectif de l'éducation confucéenne est de cultiver ces 5 vertus pour devenir un Junzi, l'homme de bien ou le gentilhomme. Le Junzi n'est pas un titre hérité, mais un idéal moral que chacun peut atteindre par l'effort personnel et l'autoculture. Il est humble, juste, bienveillant et cherche constamment à s'améliorer. La structure sociale imaginée par Confucius est hiérarchique mais basée sur le mérite et la responsabilité mutuelle. Au sommet de cette structure se trouve l'empereur, qui doit gouverner avec vertu pour mériter le mandat du ciel. Un dirigeant vertueux inspire son peuple par l'exemple, rendant les lois et les punitions presque inutiles. Si un souverain devient corrompu et néglige le bien-être de son peuple, il perd le mandat du ciel et le peuple a le droit de se rebeller. La famille est la cellule de base de la société confucéenne. La piété filiale, ou xiao, est d'une importance capitale. Elle implique le respect, l'obéissance et le soin des parents, ainsi que l'honneur de la lignée familiale. Cette dévotion envers la famille est considérée comme le terrain d'entraînement pour les vertus sociales plus larges. Pour les enseignements de Confucius n'ont pas été écrits par lui-même. Ils ont été compilés par ses disciples et leurs successeurs dans un ouvrage intitulé Les Entretiens de Confucius ou Lanyu. Ce livre est une collection d'aphorismes, de dialogues et d'anecdotes qui révèlent la pensée du maître de manière vivante et concrète. Après sa mort, la pensée de Confucius a connu des fortunes diverses. Elle fut d'abord éclipsée par d'autres écoles de pensée plus radicales, comme le légisme. Cependant, sous la dynastie Han, au Xe siècle avant notre ère, le confucianisme fut élevé au rang de doctrine d'État. Les classiques confucéens devinrent la base du système d'examens impériaux, un système méritocratique de sélection des fonctionnaires. Pendant près de 2000 ans, tout homme aspirant à une carrière dans l'administration chinoise devait maîtriser la pensée de Confucius. Cette institutionnalisation a assuré la pérennité de ses idées, mais a aussi parfois mené à une interprétation rigide et dogmatique. Le confucianisme a profondément façonné la culture, la politique et la société chinoise. Il a fourni un cadre moral commun et un langage pour la gouvernance et l'éthique personnelle. Son influence s'est étendue bien au-delà des frontières de la Chine, marquant durablement la Corée, le Japon et le Vietnam. Dans ces pays, le confucianisme s'est adapté et mélangé aux cultures locales, tout en conservant ses principes fondamentaux. Au XXe siècle, le confucianisme a été violemment critiqué, notamment pendant la révolution culturelle de Mao Zedong. Il était alors considéré comme un vestige féodal, un obstacle à la modernisation et au progrès. Pourtant, même durant ces périodes de rejet, les valeurs confucéennes continuaient d'influencer discrètement les relations familiales et sociales. Aujourd'hui, la Chine connaît un renouveau spectaculaire de l'intérêt pour Confucius. Le gouvernement promeut sa philosophie comme un trésor culturel national et un outil de soft power sur la scène internationale. Ses idées sur l'harmonie sociale, le respect de l'autorité et l'importance de l'éducation sont considérées comme pertinentes pour les défis contemporains. L'enseignant qui a erré de royaume en royaume il y a 200-500 ans a finalement trouvé une audience à l'échelle d'une nation et du monde. Son héritage est un témoignage puissant de l'idée qu'un homme, armé de principes moraux et d'une foi inébranlable en l'humanité, peut véritablement changer le cours de l'histoire. Confucius a enseigné que l'étude est un voyage sans fin. Il comparait le processus d'apprentissage à la sculpture d'une pierre brute. La connaissance sans la réflexion est un gaspillage, disait-il. La réflexion sans la connaissance est dangereuse. Il insistait sur l'importance de lier la théorie à la pratique. Un savoir qui ne se traduit pas en action est un savoir stérile. L'humilité était pour lui la marque d'un véritable savant. Savoir que l'on sait ce que l'on sait, et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, voilà la véritable connaissance. Il encourageait ses disciples à poser des questions et à débattre. L'éducation n'était pas un simple transfert d'informations, mais un dialogue. La musique occupait une place spéciale dans son enseignement. Pour lui, la musique avait le pouvoir d'harmoniser les émotions et d'élever l'âme. Une bonne musique reflète un bon gouvernement. Une musique chaotique, un état en déclin. Les rites, comme la musique, apportent ordre et beauté à la vie. Chaque geste, dans une cérémonie, a une signification profonde. Le respect des aînés est la pierre angulaire de l'ordre social. La relation entre le père et le fils est le modèle de toutes les autres relations hiérarchiques. Le dirigeant est comme le père de son peuple. Il doit les nourrir, les protéger et les éduquer. La loyauté, Zong, est le devoir du subordonné envers son supérieur.
Mais cette loyauté n'est pas aveugle. Si un supérieur erre, il est du devoir du subordonné de le conseiller avec respect. L'amitié est l'une des 5 relations cardinales du confucianisme. Les amis doivent se conseiller mutuellement pour progresser sur la voie de la vertu. La sincérité, Shang, est la base de toute chose. Sans sincérité, rien ne peut être accompli. L'homme de bien est en harmonie avec son environnement, mais ne se laisse pas entraîner. Ah non. L'homme de peu est entraîné par son environnement, mais n'est jamais en harmonie. Confucius valorisait l'équilibre et la modération, la voie du milieu. Éviter les extrêmes en toute chose est un signe de sagesse. Il ne méprisait pas les biens matériels, mais avertissait contre l'attachement excessif. Dans un État bien gouverné, la pauvreté est une honte. Dans un État mal gouverné, la richesse est une honte. La rectification des noms Zhenming est un concept politique crucial. Si les noms ne correspondent pas à la réalité, le langage devient confus et les ordres ne peuvent être exécutés. Un père doit agir comme un père, un dirigeant comme un dirigeant. L'ordre dans le monde commence par l'ordre dans le langage. Confucius croyait en la nature fondamentalement bonne de l'homme. L'éducation ne crée pas la vertu, elle la révèle et la polie. Ses disciples les plus célèbres, Mencius et Xunzi, ont débattu de cette question. Mencius a soutenu que la nature humaine est intrinsèquement bonne. Xunzi a affirmé que l'homme naît avec des tendances égoïstes qui doivent être corrigées par l'éducation et les rites. Malgré ces divergences, l'héritage confucéen est resté remarquablement cohérent. L'influence de Confucius est visible dans l'architecture des villes chinoises traditionnelles. Elle se reflète dans l'importance accordée à l'éducation en Asie de l'Est-Ouest. Elle perdure dans les rituels du Nouvel An, où la famille se réunit et honore les ancêtres. Les proverbes de Confucius sont devenus partie intégrante de la langue chinoise. L'homme qui déplace une montagne commence par emporter de petites pierres. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Partout où vous allez, allez-y avec tout votre cœur. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. La vie de Confucius est une leçon de persévérance. Bien qu'il ait échoué à atteindre ses objectifs politiques de son vivant, sa vision a triomphé à travers les siècles. Il a formé des hommes, pas seulement des fonctionnaires. Il a promu une vision du monde où la moralité est le fondement du pouvoir. Son influence a survécu aux dynasties, aux révolutions et aux changements culturels. Aujourd'hui encore, ses paroles offrent des conseils et une inspiration. L'enseignant de Lu a véritablement façonné l'âme d'une civilisation. Son histoire nous rappelle que les idées, lorsqu'elles sont justes et humaines, possèdent une force immortelle. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Confucius a fait ce premier pas pour la Chine il y a 2500 ans. Et le monde continue de marcher sur le chemin qu'il a tracé.